Alors, comme vous le savez, comme vous le savez, dans la série Les 100, eh bien, c'est une série qui est particulièrement connue pour être une série de SF, de science-fiction. C'est une série de science-fiction, d'ailleurs, tirée, tirée d'une série littéraire qui, je pense, n'est composée en fait que de 5 livres. Et en fait, la série est composée de 7 saisons. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont vu cette série ont dit que la saison 1, 2, 3 et 4, ça allait, mais qu'à partir de la saison 5, ça commençait à un petit peu partir dans tous les sens. Euh, Pourquoi est-ce que je résume ça? Parce qu'en fait, la fanfiction que je vais raconter aujourd'hui portera justement sur la saison 6 et la saison 7. Donc les saisons qui commencent réellement à partir dans tous les sens. Donc comme les fanfictions que je fais en général sur la série The 100 euh, portent sur la saison 6 et sur la saison 7, parce que je trouve que même si certaines personnes trouvent que c'est compliqué, moi je trouve qu'en fait la compréhension de la saison 7 et de la saison 6 est plutôt sympa à explorer et plutôt facile à comprendre quelque part. Même si quand on voit la série, quand on regarde la série, ça a l'air plutôt compliqué. Mais quand on fait des fanfictions, la saison 6 et la saison 7 ont l'air vraiment assez banales et assez simples à explorer. Euh, la fanfiction que je vais faire aujourd'hui portera principalement sur un épisode de la saison 7 où Clark et Neila et Jordan et plusieurs autres sont sur une planète. Après avoir quitté Bardo et après avoir utilisé la pierre, ils sont sur une planète et à l'intérieur de cette planète avec Raven qui a trouvé un équipement. Ils sont sur cette planète et à l'intérieur d'une sorte de grand rocher, à l'intérieur d'une sorte de grand rocher dans une grotte. Ils pensent qu'ils sont dans une grotte, tout ce qu'il y a de plus normal, mais ils sont attaqués. D'abord, ils entendent des bruits et ensuite, ils sont attaqués par des sortes d'animaux extraterrestres, un peu comme les poux de l'espace qu'il y a dans Alien. Ils sont attaqués par ce genre de choses et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont dans un organisme vivant. Voilà. Donc voilà, et ils se rendent compte qu'ils sont dans un organisme vivant et qu'ils doivent vite en sortir, en tout cas vite trouver la pierre pour se barrer d'ici avec un code qu'ils vont faire sur la pierre et l'anomalie qui les emmènera autre part. Ça n'a pas été montré dans la série, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout de l'organisme vivant. Donc moi, c'est un peu ce que je veux régler dans le truc. Voilà. Alors, on débute avec Diosa. On débute avec Diosa qui se trouve sur Skyring. Alors, pour expliquer globalement, Skyring, pour expliquer ce que c'est, Skyring, c'est une planète complètement paradisiaque. Vraiment, c'est une planète qui est vraiment tout ce qu'il y a de plus paradisiaque. Et, euh, et justement, sur cette planète, c'est ce qui nous trouble un peu dans la série, c'est que sur cette planète, en fait, t'y es pris en tant que prisonnier. T'y es pas t'y es pas volontairement ou quoi que ce soit. Skyring, en fait, c'est une sorte d'énorme planète qui sert de détention pour les détenus, pour les détenus et on les met là-bas. Et au début, ça paraît miraculeux, ça paraît paradisiaque, mais plus tu restes sur Skyring, plus tu tournes en rond, plus ça commence à devenir, plus ça commence à devenir monotone, plus ça commence
En fait, c'est un peu la torture sur Skyrim. C'est le fait que plus tu restes sur cette planète, plus les jours vont passer et vont te paraître être tous les mêmes. Et c'est un peu cette torture. Alors, Diyoza, qui est recherchée par les disciples, Diyoza, qui elle est recherchée par les disciples de l'anomalie et par le grand berger, reste sur Skyring. Donc elle s'installe sur Skyring et elle y reste. Elle, euh, elle reste sur Skyring, elle s'installe là. Au début, elle est avec Octavia. Et ensuite, elle trouve le moyen de renvoyer Octavia sur Sanctum, et Octavia repart à Sanctum. Elle repart à Sanctum et Diyoza, elle lui dit non, tu m'emmèneras pas avec toi. J'ai trouvé le moyen j'ai trouvé le moyen de t'emmener là-bas, de te renvoyer là-bas. Tu retournes là-bas. Et il y a qu'un seul équipement, parce qu'il y avait qu'un seul équipement qu'ils ont trouvé enterré juste devant le lac. Et elle lui donne cet équipement. Octavia repart. Elle lui dit au revoir pour la dernière fois. Et Diyoza continue à vivre là. Elle attend la prochaine anomalie et un soir elle se réveille en entendant en entendant le bruit de l'anomalie. Elle voit surtout un énorme flash vert à travers les fenêtres de la petite cabane dans laquelle elle se trouve. Elle voit un énorme flash vert. Là, elle sort les mains en l'air avec une arme. Avec une arme, les mains en l'air et avec le compte à rebours qu'il y a sur son, avec le compte à rebours du temps qui lui reste sur Skyring sur son poignet. Elle sort et elle se livre aux disciples de l'anomalie. Les disciples de l'anomalie lui demandent si elle est bien Charmaine Diosa et elle répond que c'est elle. Elle demande ce qu'ils veulent et en fait ils sont en train de la chercher. Ils viennent la chercher et Diosa se cache derrière un buisson. Elle prend son arme, elle n'hésite pas une seule seconde à tirer, à appuyer sur la détente et une fois que tous les disciples sont à terre, elle va voir les cadavres. Elle, elle va voir les cadavres. Une fois que tous les cadavres sont à terre, elle défait un casque. Elle défait un casque, elle retire un casque, elle met le casque, elle retire une combinaison. Elle met une combinaison et elle regarde un peu tous les hommes qui sont par terre autour d'elle. Donc vous imaginez Diyoza entourée d'une centaine de cadavres morts et elle s'accroupit par terre. Elle s'accroupit au sol en disant puissions-nous nous retrouver et en regardant l'anomalie qui est en train de disparaître. En disant puissions-nous nous retrouver parce qu'elle parle en fait, elle parle à Octavia qui a disparu depuis un certain moment. Elle met le casque et à ce moment-là, l'anomalie n'est pas encore partie. Elle rentre dans l'anomalie et se retrouve à Sanctum face à une des pierres. Face à une des pierres, elle se retrouve à Sanctum. Octavia n'est pas encore là, mais à la surface, il y a une échelle en bois qui mène à la surface. Elle monte et il y a toute une équipe de Sanctum il y a toute une équipe à Sanctum avec des motos et avec ses équipements spéciaux qui l'attendent et elle sort et s'en sort très facilement en refaisant ce qu'elle a fait sur Skyring. Elle tire sur tout le monde elle tire sur tout le monde à bout portant. Elle prend un homme, elle le tient comme ça, avec un couteau sous la gorge. Avec un couteau sous la gorge, elle le tient comme ça, elle le regarde, elle l'assied au sol. Et avec le couteau sous la gorge, elle lui dit que si jamais il crie, elle lui tranchera la gorge. En le maintenant au sol, elle le regarde et elle lui demande quel est le code pour repartir à Sanctum, quel est le code pour repartir à Sanctum, en lui montrant la pierre qui est juste devant elle. Elle sort son fusil et elle regarde l'autre personne qui a une combinaison. Elle met son flingue ici et elle lui dit de se mettre aussi à genoux et de lui montrer quel code il faut faire et de faire le code sur la pierre. Elle continue à lui mettre le flingue ici. L'homme se lève, les mains vers le haut, et elle lui dit de faire le code.
l'anomalie apparaît derrière la pierre et toujours avec son flingue pointé vers les personnes, les disciples de l'anomalie, toujours avec son flingue pointé vers eux, elle leur regarde, elle lève les mains, ensuite elle part, elle va dans l'anomalie et elle se retrouve une nouvelle fois à Sanctum. Elle retrouve Octavia, elle retrouve Clark, elle retrouve tout le monde, elle est à Sanctum. Et elle est restée là pendant très longtemps. Une fois qu'elle est arrivée à Sanctum, il s'est passé bien des choses. Clark lui explique sur une table tout ce qui s'est passé, qu'ils ont essayé de faire plusieurs plans qui ont échoué. Ils ont même, ils ont fait plusieurs plans qui ont échoué. Ils ont essayé de foutre le feu à la salle des squelettes, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, ils ont essayé de foutre le feu à la salle des squelettes. Une fois qu'ils sont retournés, tous les squelettes étaient encore intacts et les flammes des commandants qui avaient été utilisées pour les réincarnations étaient toujours intactes. Maddie, qui pour le moment est toujours possédé par Shaiheda, qui possède une partie de, de, de son esprit, euh, Clark lui demande si elle serait capable de posséder Shaiheda, de reposséder l'autre partie de son corps, de son esprit, et de se servir de Shaiheda pouvoir avoir, euh, pour pouvoir avoir une sorte de puissance sur Russell Princeps. Et, et tous ces plans ont malheureusement échoué. Elle explique ça à Diyoza, et Diyoza repropose un autre plan. Diyoza repropose un autre plan à Clark, de les attaquer par l'arrière du château, de rentrer dans le château, et de faire exactement ce qu'elle a fait sur Skyring, de les forcer, d'utiliser la manière forte, et de les forcer à donner tous les codes des pierres pour pouvoir aller sur Bardo. Une fois que Clark, euh, une fois que Clark accepte le plan de Diyoza, Diyoza accepte son plan, mais en échange de quelque chose d'autre. En échange de, en échange de soins médicaux et en échange de réparation de son vaisseau. Alors Raven répare son vaisseau et accepte de faire les réparations de son vaisseau. Abby, elle, donc Clark va voir sa mère et lui dit qu'en échange d'un plan qu'elle voudra bien faire pour elle, Abby doit établir des diagnostics vitaux sur les guerriers de Diyoza. Ce qu'elle fait, et en échange de ça, ils élaborent leur plan et mettent leur plan à jour. Une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur, une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur du château de Sanctum, ils mettent tout le monde à plat ventre au sol et Diyoza, avec son arme, passe devant tout le monde. Elle fait certaines illuminations. Elle fait certaines illuminations, met des foulards, des linceuls blancs elle met des linceuls blancs sur la tête de certaines personnes et leur tire à bout portant dans la tête. Elle fait certaines illuminations de personnes et ensuite retourne dans la forêt pour aller chercher Echo et Bellamy et euh, aller chercher les motos qu'ils ont laissées près de l'endroit où il y a la cabane de Gabriel avec le bruit que fait l'anomalie. Ils vont chercher ces motos, ils vont chercher les équipements pour voyager dans l'anomalie. Et une fois que c'est fait, l'anomalie apparaît à l'intérieur du château. Une fois que l'anomalie apparaît à l'intérieur du château, il brûle le château en disparaissant dans l'anomalie et laisse tout le monde pour mort dans le château. Le château est en train de brûler et il se retrouve sur Bardo, sur une planète complètement inconnue. Bon, euh, bon, comme c'est le matin, je vais essayer de pas parler trop fort. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que c'est le matin. Il est, il est que 6 heures. Il est que 6 heures, donc je vais essayer de pas parler trop fort parce que je suis pas tout seul. Euh, je vais continuer mon histoire sur les sangs. Je vais continuer mon histoire sur les sangs.
On est dans la saison 6. Les personnages que je vais prendre, les personnages que je vais prendre, euh, dont je vais parler pour cette vidéo aussi, il y aura Raven, Clark, Jordan, Neyla. Alors, ils sont tous les quatre à l'intérieur d'une. Ils ont tous les quatre voyagé avec la pierre. Tous les quatre, ils ont voyagé avec la pierre et de Bardo, ils se sont retrouvés ils se sont retrouvés sur une planète. Cette planète, ils savent pas encore ce que c'est. À l'intérieur de cette planète, ils sont dans une sorte de grotte, un tunnel. Et Et en fait, dans la série, Raven avançait parce qu'elle avait une combinaison des disciples de l'anomalie. Donc elle avançait en première. Elle avançait en première parce elle avait ses équipements des disciples de l'anomalie et donc avait la capacité de voir comme eux voient. Dans la série, elle s'est fait attaquer par une sorte Dans la série, elle s'est fait attaquer par une sorte d'araignée, une sorte de. Un peu comme les poux de l'espace dans Alien. Elle s'est fait attaquer par une sorte de chose comme ça. Euh, Ils sont à l'intérieur. À l'intérieur, Clark est derrière Raven. Elle surveille ses arrières et elle a son flingue en main. Elle a son flingue en main, elle est comme ça, avec la lampe de poche et le flingue. Donc avec la lampe de poche et le flingue, elle avance et elle surveille les arrières de Raven. Raven est en train d'avancer, elle est à quatre pattes au sol et elle avance. Euh, Plus ils avancent, plus Clark avec sa lampe de poche et son flingue surveille les arrières de Raven en lui demandant ce qu'elle voit. Pour le moment, rien, mais elle s'arrête et elle demande à Clark qui se relève un peu si elle aussi a entendu ce bruit. Une sorte de rugissement, de grognement. Clark lui dit que oui, ça vient de tout au fond. Euh, Raven commence alors à utiliser le casque et uniquement le casque en, en utilisant uniquement le casque. Elle commence à essayer de repérer la planète sur laquelle il se trouve. Et en repérant la planète sur laquelle il se trouve, elle se rend compte en fait qu'ils sont dans un, elle se rend compte en fait qu'ils sont dans un organisme vivant. Donc ils sont dans un organisme vivant à l'intérieur duquel il y a d'autres organismes vivants. Ils sont à l'intérieur, mais à l'intérieur de cette planète, il y a quelque chose qui intéresse Clark. Il y a quelque chose qui intéresse Clark et quelque chose qui peut leur être utile à tous pour pouvoir vaincre les disciples de l'anomalie et vaincre le grand berger. Quelque chose qui va leur être utile pour libérer Octavia et libérer Echo, qui sont encore prisonniers du grand berger et prisonniers des disciples de l'anomalie. Sur cette planète, il y a beaucoup de renseignements, beaucoup de choses, beaucoup d'indices de personnes qui sont venues, de cadavres de personnes qui sont passées sur cette planète. Et sur cette planète, il y a beaucoup de choses à propos du bunker. Ce à quoi servait le bunker avant l'apocalypse. Donc il y a beaucoup d'informations sur le bunker. Donc Clark décide de continuer la recherche et d'aller jusqu'au bout du truc. Elle décide d'aller jusqu'au bout de cette chose qui est vivante, même si, euh, même si avec Neyla qui est avec son flingue et qui a son flingue en main avec une lampe de poche aussi et qui surveille les arrières de Clark. Donc Clark avance, Neyla recule en regardant derrière elle et Jordan est avec Neyla et il avance aux côtés de Clark. Ils sont dans cette cavité qui ressemble vraiment à une grotte.
Vraiment, elle ressemble à une grotte. Les murs sont gris, d'apparence comme si c'était de la roche, mais il y a un grognement. Il y a un grognement extraterrestre, comme si quelque chose était vivant. Euh, donc, il s'enfonce à l'intérieur, même si Clark s'est arrêté, en disant que s'il continue à rester là, ils vont soit mourir, soit être le dernier repas de cette chose. Donc, soit ils vont être le dernier repas de cette chose, soit, soit ils vont mourir là-dedans ils ne savent pas quelle manière. Mais Clark continue ses recherches, elle continue ses recherches et trouve davantage de choses dont elle a besoin pour connaître les origines du bunker. Ils essayent de remonter à la surface, mais c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas comme Clark le pensait, ils sont pas dans l'estomac d'un organisme vivant, mais ils sont dans les veines. Ils sont dans les veines d'un, d'une planète qui est en fait une sorte de cœur. Cette planète, c'est une sorte de cœur, c'est une sorte de simple, comme si c'était un cœur indépendant. Cette planète, c'est comme si c'était un cœur indépendant qui battait de manière indépendante, qui est indépendant, qui est, qui est indépendamment dépendant de lui-même et qui bat de sa propre conscience. De sa propre conscience, il bat tout seul. Et ils essayent de remonter à la surface, mais ils ne peuvent pas. Parce ils sont à l'intérieur d'un organisme qui n'est pas vivant, qui est vivant, mais qui n'est pas vivant comme nous les êtres humains. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'yeux, il n'a pas de nez, il n'a pas de bouche. C'est simplement quelque chose de vivant, c'est simplement quelque chose d'organique. C'est quelque chose de viscéral et d'organique. Quelque chose qui ressemble à des organes. Ils sont sur une planète organique et viscérale et ils essayent d'en sortir. Une fois arrivés au bout, ils trouvent une énorme salle vide à à l'intérieur duquel il y a un petit peu d'eau juste à leurs pieds. Clark se met à genoux et regarde. Lorsqu'elle se met à genoux, elle met sa main sur le sol. Euh, cette eau, euh, cette eau, elle est un peu chaude. Elle est un peu chaude et elle regarde les parois. Ils sont arrivés au bout du truc. Ils sont arrivés au bout de la chose et Raven utilise le casque de la combinaison et contourne la pierre qui se trouve à l'intérieur de cet organisme vivant. En contournant la pierre qui se trouve à l'intérieur de cet organisme vivant et en utilisant le casque, en l'allumant, elle repère différents symboles qui s'allument sur la pierre. Le temps que ces choses arrivent derrière, Clark et Nayla ont déjà formé un duo et sont en train de tirer sur ces choses qui arrivent. Euh, Elle est en train alors de... Avec Raven et Jordan sont en train de composer un code et l'anomalie apparaît derrière la pierre à l'intérieur. Elle se retrouve alors ensuite sur une autre planète. Sur cette autre planète, il n'y a ni vent, ni bruit, ni race, ni espèce, rien. Le silence absolu. Ils sont sur cette planète. Le silence est absolu. Il n'y a rien. Ils regardent sur cette planète s'il y a une quelconque forme de vie, même une quelconque forme de vie, même la plus rudimentaire. Rien du tout. La seule chose qui pourrait paraître vivant sur cette planète, c'est eux. La seule chose qui peut paraître vivante sur cette planète, c'est eux et la présence des 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air qui est vraiment très très léger. Ils sont sur cette planète. Ils continuent à regarder si la vie est faisable ici.
La vie est infaisable. L'air est trop faible, le feu est trop puissant, la terre reste la terre, mais le feu est trop puissant, provoque des vagues, des vagues de radiation et de feu qui détruisent tout sur leur passage. C'est pour ça que la planète est complètement silencieuse, est complètement impossible à vivre et qu'il n'y a aucune vie dessus parce qu'il y a des vagues de radiation. Il y a des vagues de radiation et des vagues de feu qui détruisent tout. Ils sont sur cette planète et Raven remarque en fait qu'ils sont sur une planète qui est vivable, mais qui sont en fait sur une zone fantôme. Une zone fantôme, à la différence d'une zone zéro. Une zone zéro, c'est une zone où tu disparais. Quand tu arrives dans une zone zéro, tu disparais. Tu disparais des radars, tu disparais des caméras. Tu disparais totalement. Une zone fantôme, c'est une zone qui n'a jamais existé. C'est une zone qui n'a jamais existé. Raven se retourne vers Clark. Clark demande à Raven où est-ce qu'ils sont. Raven retire son casque et même si c'est très difficilement respirable, elle regarde Clark. Elle regarde Clark en lui disant que même si c'est difficilement respirable, ils sont sur une zone fantôme. Ils continuent à avancer dans cette zone fantôme et à essayer de trouver la pierre suivante. La pierre suivante est introuvable, mais à un moment, ils trouvent une sorte de caillou, en bronze, couleur bronze, bombé, qui sort du sol. Clark réussit à passer sa main un petit peu en dessous et commence à essayer de creuser. C'est une énorme pierre, ronde, circulaire, enterrée sous la terre, qui est enterrée sous la terre avec un équipement qui a été encastré dans la pierre. Cet équipement a été encastré dans la pierre, mais le corps est complètement décomposé. En main, il y a un code. En main, l'homme porte un papier sur lequel il a écrit un code. Raven regarde ce papier, Clark regarde ce papier, et ensuite elle compose le code sur la pierre. L'anomalie apparaît juste devant eux, se mélangeant à une vague de radiation qui était sur le point de les détruire, et ils traversent l'anomalie. L'anomalie les emmène sur une autre planète. Ensuite, sur cette autre planète, la planète est vivable, elle est habitée, il y a des espèces animales, et Diyoza sur Skyring se rend. Elle se rend, mais en échange d'un seul service. Elle se rendra au Grand Berger, simplement si ils acceptent de lui offrir une seule faveur. Aller chercher Clark, les ramener à Sanctum, aller chercher Clark, aller chercher Raven, aller chercher Jordan, aller chercher Neyla, les ramener à Sanctum. Et ensuite, elle se rendra au berger et elle se rendra aux disciples de l'anomalie. Une fois que Diyoza s'est rendue aux disciples de l'anomalie, elle est retournée à l'endroit où vivent les disciples de l'anomalie. Et à l'intérieur des couloirs, elle commence à les tuer un à un en se faisant passer pour morte. En se faisant passer pour morte, elle les tue un à un. Elle simule sa mort et alors il l'emporte emmené dans une sorte une sorte de lit sur lequel elle est allongée, à l'intérieur duquel c'est un lit de cryogénisation qui est transporté par 2 manettes. 4 gardes la transportent comme un cercueil dans un lit de cryogénisation. Lorsqu'ils l'ouvrent, elle s'est fait passer pour morte et ils ont porté son corps à l'intérieur. Lorsqu'ils l'ouvrent, elle ouvre les yeux et elle les tue les uns après les autres en revers avec son couteau. Elle récupère alors d'autres équipements. Elle va chercher Echo, elle va chercher Abby, elle va chercher Octavia, leur donne un équipement, les emmène dans l'endroit où elle a tué tous les disciples de l'anomalie. Et ils retournent à Sanctum. Une fois qu'ils sont retournés à Sanctum, la première chose à faire, c'est
une fois qu'ils sont retournés à Sanctum, la première chose à faire, c'est de trouver Clark, de trouver Jordan, de trouver Raven. Et Raven prend son casque, pose son casque sur la table dans le laboratoire, là où il faisait les réincarnations, et elle inscrit un code sur un écran. En ouvrant le casque, elle inscrit un code sur un écran et elle ouvre toutes les données géographiques du casque et essaye de regarder un peu les planètes sur lesquelles elle essaye de regarder un peu les planètes sur lesquelles se trouvait Clark, sur lesquelles se trouvaient les planètes sur lesquelles Clark a été avec Neela, avec Jordan et Raven avec elle. Donc les planètes sur lesquelles elle était. Une fois qu'elles trouvent leur localisation dans le système solaire, une fois qu'elles trouvent leur localisation dans l'espace, dans le système solaire, entre l'anomalie et les planètes, comme Sanctum, elles trouvent que leur localisation a son propre système solaire en dehors de celui de Sanctum et des autres planètes et celui de l'anomalie. Elles regardent un propre système solaire qui tourne qu'à partir de 4 planètes qui sont indépendantes et vivantes. Ce système solaire est invivable de quelques planètes. Quelques planètes sont vivables, mais légèrement invivables. Elle commence à essayer de les géolocaliser, mais c'est presque impossible. Alors, pour la suite, ils essayent de trouver un moyen de retourner sur ces planètes. Clark essaye de trouver une équipe qui serait capable de retourner sur ces planètes pour pouvoir y faire pour pouvoir tout simplement y prélever un morceau de terre ou y prélever un morceau de forme de vie pour pouvoir tout simplement savoir pourquoi ces planètes sont là et qu'est-ce qu'elles font là à avoir leur système solaire indépendant. Personne n'accepte, cependant Clark pense y retourner toute seule. Bellamy lui empêche de retourner toute seule. Clark pointe son arme vers Bellamy en lui disant « Ne m'oblige pas à tirer, car si je tire, si tu m'y forces, je tirerai de sang-froid et je n'hésiterai pas une seconde. » Elle essaye alors de retourner tout seul, confronte le grand berger et ses disciples de l'anomalie. Elle se retrouve alors enfermée à l'intérieur de l'endroit où vivent les disciples de l'anomalie. Il cherche dans sa mémoire et trouve ces planètes. Une fois qu'il cherche dans sa mémoire et qu'il trouve la présence de ces planètes dans l'espace, ils essayent de lui demander où est-ce qu'elles sont. Clark ne sait pas. Elle se retrouve enfermée sur cette chaise où on fouille dans sa mémoire. Et les séances s'intensifient. Clark ne revient pas, l'anomalie ne se referme pas. Au bout d'un moment, en pleine nuit, elle se referme et Clark réapparaît évanouie au sol. Elle n'a plus aucun souvenir des planètes. Raven a beau lui parler et lui montrer tous les dossiers qu'elle a trouvés sur ce système solaire indépendant. Elle a beau lui montrer tout, elle a tout oublié. Elle a tout oublié parce que les disciples de l'anomalie s'en sont emparés de tous ces souvenirs. Ils essayent alors de trouver le système solaire, et c'est ce que Raven découvre en passant dans l'anomalie, dans l'anomalie et en arrivant sur Skyring avec les disciples de l'anomalie qui font un marché et qui lui disent qu'ils essayent de trouver des planètes dont Clark se souvenait. Raven passe un marché avec eux en disant de rien faire à Diosa et de rien lui faire non plus, et de ne rien faire à Octavia. Elle passe un marché en leur disant si vous ne faites rien, si vous ne leur faites rien, je vous emmènerai et je vous montrerai tout ce qu'on sait sur ces planètes. Ils ne font rien, l'anomalie est sur le point de se refermer, ils rentrent dans l'anomalie, reviennent à Sanctum, et ils passent le marché qui était conclu, leur montrer tout ce qu'ils savent sur les planètes qui ont leur propre système solaire indépendant. Une fois que ça c'est fait, les disciples de l'anomalie leur rendent écho et leur rendent Madi.
Une fois qu'ils lui ont rendu Maddie rejoint Clark et Clark retrouve la plupart de ses souvenirs grâce au dessin de Maddie qu'elle avait fait dans son carnet. Dessin qu'elle avait montré à Gaïa, et Gaïa lui avait dit de continuer à dessiner ce que Chai-Heda lui montrait à l'intérieur de sa tête. Grâce à ces dessins, Clark retrouve la mémoire et Clark programme une prochaine excursion sur ce système solaire. Bon, comme c'est le matin, je vais essayer de pas parler trop fort. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que c'est le matin. Il est que 6 heures. Il est que 6 heures, donc je vais essayer de pas parler trop fort parce que je suis pas tout seul. Je vais continuer mon histoire sur les 100. On est dans la saison 6. Les personnages que je vais prendre, dont je vais parler pour cette vidéo aussi, il y aura Raven, Clark, Jordan, Neela. Alors, ils sont tous les quatre à l'intérieur ils ont tous les quatre voyagé avec la pierre. Tous les quatre, ils ont voyagé avec la pierre et de Bardo, ils se sont retrouvés sur une planète. Cette planète, ils savent pas encore ce que c'est. À l'intérieur de cette planète, ils sont dans une sorte de grotte, un tunnel. Et en fait, dans la série, Raven avançait. Parce qu'elle avait une combinaison des disciples de l'anomalie. Donc elle avançait en première. Parce qu'elle avait ses équipements des disciples de l'anomalie et donc avait la capacité de voir comme eux voient. Dans la série, elle s'est fait attaquer par une sorte d'araignée, un peu comme les poux de l'espace dans Alien. Elle s'est fait attaquer par une sorte de chose comme ça. Ils sont à l'intérieur. Clark est derrière Raven. Elle surveille ses arrières et elle a son flingue en main. Elle est comme ça, avec la lampe de poche et le flingue. Donc avec la lampe de poche et le flingue, elle avance et elle surveille les arrières de Raven. Raven est en train d'avancer, elle est à quatre pattes au sol et elle avance. Plus ils avancent, plus Clark avec sa lampe de poche et son flingue surveille les arrières de Raven en lui demandant ce qu'elle voit. Pour le moment, rien, mais elle s'arrête et elle demande à Clark qui se relève un peu si elle aussi a entendu ce bruit. Une sorte de rugissement, de grognement. Clark lui dit que oui, ça vient de tout au fond. Raven commence alors à utiliser le casque et uniquement le casque. En utilisant uniquement le casque, elle commence à essayer de repérer la planète sur laquelle il se trouve. Et en repérant la planète sur laquelle il se trouve, elle se rend compte en fait qu'ils sont dans un organisme vivant. Donc ils sont dans un organisme vivant à l'intérieur duquel il y a d'autres organismes vivants. Ils sont à l'intérieur, mais à l'intérieur de cette planète, il y a quelque chose qui intéresse Clark. Et quelque chose qui peut leur être utile à tous pour pouvoir vaincre les disciples de l'anomalie et vaincre le grand berger. Quelque chose qui va leur être utile pour libérer Octavia
et libérer Echo, qui sont encore prisonniers du grand berger et prisonniers des disciples de l'anomalie. Sur cette planète, il y a beaucoup de renseignements, beaucoup de choses, beaucoup d'indices de personnes qui sont venues, de cadavres de personnes qui sont passées sur cette planète. Et sur cette planète, il y a beaucoup de choses à propos du bunker. Ce à quoi servait le bunker avant l'apocalypse. Donc il y a beaucoup d'informations sur le bunker. Donc Clark décide de continuer la recherche et d'aller jusqu'au bout du truc. Elle décide d'aller jusqu'au bout de cette chose qui est vivante, même si, avec Neyla qui est avec son flingue et qui a son flingue en main avec une lampe de poche aussi, et qui surveille les arrières de Clark. Donc Clark avance, Neyla recule en regardant derrière elle, et Jordan est avec Neyla et il avance aux côtés de Clark. Ils sont dans cette cavité qui ressemble vraiment à une grotte. Vraiment, elle ressemble à une grotte. Les murs sont gris d'apparence comme si c'était de la roche, mais il y a un grognement. Il y a un grognement extraterrestre comme si quelque chose était vivant. Donc, il s'enfonce à l'intérieur, même si Clark s'est arrêté en disant que s'il continue à rester là, ils vont soit mourir, soit être le dernier repas de cette chose. Donc, soit ils vont être le dernier repas de cette chose, soit ils vont mourir là-dedans ils ne savent pas quelle manière. Mais Clark continue ses recherches. Elle continue ses recherches et trouve davantage de choses dont elle a besoin pour connaître les origines du bunker. Ils essayent de remonter à la surface, mais c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pas comme Clark le pensait, ils sont pas dans l'estomac d'un organisme vivant, mais ils sont dans les veines. Ils sont dans les veines d'une planète qui est en fait une sorte de cœur. Cette planète, c'est une sorte de cœur, c'est une sorte de simple, comme si c'était un cœur indépendant. Cette planète, c'est comme si c'était un cœur indépendant qui battait de manière indépendante, qui est indépendamment dépendant de lui-même et qui bat de sa propre conscience. De sa propre conscience, il bat tout seul. Et ils essayent de remonter à la surface, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont à l'intérieur d'un organisme qui n'est pas vivant, qui est vivant, mais qui n'est pas vivant comme nous les êtres humains. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'yeux, il n'a pas de nez, il n'a pas de bouche. C'est simplement quelque chose de vivant, c'est simplement quelque chose d'organique. C'est quelque chose de viscéral et d'organique. Quelque chose qui ressemble à des organes. Ils sont sur une planète organique et viscérale et ils essayent d'en sortir. Une fois arrivés au bout, ils trouvent une énorme salle vide à l'intérieur duquel il y a un petit peu d'eau juste à leurs pieds. Clark se met à genoux et regarde. Lorsqu'elle se met à genoux, elle met sa main sur le sol. Cette eau, elle est un peu chaude. Elle est un peu chaude et elle regarde les parois. Ils sont arrivés au bout du truc. Ils sont arrivés au bout de la chose et Raven utilise le casque de la combinaison et contourne la pierre qui se trouve à l'intérieur de cet organisme vivant. En contournant la pierre qui se trouve à l'intérieur de cet organisme vivant et en utilisant le casque, en l'allumant, elle repère différents symboles qui s'allument sur la pierre. Le temps que ces choses arrivent derrière, Clark et Neyla ont déjà formé un duo et sont en train de tirer sur ces choses qui arrivent.
Elle est en train alors avec Raven et Jordan sont en train de composer un code et l'anomalie apparaît derrière la pierre à l'intérieur. Elle se retrouve alors ensuite sur une autre planète. Sur cette autre planète, il n'y a ni vent, ni bruit, ni race, ni espèce, rien. Le silence absolu. Ils sont sur cette planète. Le silence est absolu. Il n'y a rien. Ils regardent sur cette planète s'il y a une quelconque forme de vie, même une quelconque forme de vie, même la plus rudimentaire. Rien du tout. La seule chose qui pourrait paraître vivant sur cette planète, c'est eux. La seule chose qui peut paraître vivante sur cette planète, c'est eux et la présence des 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air qui est vraiment très très léger. Ils sont sur cette planète. Ils continuent à regarder si la vie est faisable ici. La vie est infaisable. L'air est trop faible, le feu est trop puissant, la terre reste la terre, mais le feu est trop puissant, provoque des vagues, des vagues de radiation et de feu qui détruisent tout sur leur passage. C'est pour ça que la planète est complètement silencieuse, est complètement impossible à vivre et qu'il n'y a aucune vie dessus parce qu'il y a des vagues de radiation. Il y a des vagues de radiation et des vagues de feu qui détruisent tout. Ils sont sur cette planète et Raven remarque en fait qu'ils sont sur une planète qui est vivable, mais qui sont en fait sur une zone fantôme. Une zone fantôme à la différence d'une zone zéro. Une zone zéro, c'est une zone où tu disparais. Quand tu arrives dans une zone zéro, tu disparais. Tu disparais des radars, tu disparais des caméras. Tu disparais totalement. Une zone fantôme, c'est une zone qui n'a jamais existé. C'est une zone qui n'a jamais existé. Raven se retourne vers Clark. Clark demande à Raven où est-ce qu'ils sont. Raven retire son casque et même si c'est très difficilement respirable, elle regarde Clark. Elle regarde Clark en lui disant que même si c'est difficilement respirable, ils sont sur une zone fantôme. Ils continuent à avancer dans cette zone fantôme et à essayer de trouver la pierre suivante. La pierre suivante est introuvable, mais à un moment, ils trouvent une sorte de caillou, en bronze, couleur bronze, bombé, qui sort du sol. Clark réussit à passer sa main un petit peu en dessous et commence à essayer de creuser. C'est une énorme pierre, ronde, circulaire, enterrée sous la terre, qui est enterrée sous la terre avec un équipement qui a été encastré dans la pierre. Cet équipement a été encastré dans la pierre, mais le corps est complètement décomposé. En main, il y a un code. En main, l'homme porte un papier sur lequel il a écrit un code. Raven regarde ce papier, Clark regarde ce papier, et ensuite elle compose le code sur la pierre. L'anomalie apparaît juste devant eux, se mélangeant à une vague de radiation qui était sur le point de les détruire, et ils traversent l'anomalie. L'anomalie les emmène sur une autre planète. Ensuite, sur cette autre planète, la planète est vivable, elle est habitée, il y a des espèces animales, et Diyoza sur Skyring se rend. Elle se rend, mais en échange d'un seul service. Elle se rendra au Grand Berger, simplement si ils acceptent de lui offrir une seule faveur. Aller chercher Clark, les ramener à Sanctum, aller chercher Clark, aller chercher Raven, aller chercher Jordan, aller chercher Neyla, les ramener à Sanctum. Et ensuite, elle se rendra au berger et elle se rendra aux disciples de l'anomalie. Une fois que Diyoza s'est rendu aux disciples de l'anomalie,
elle est retournée à l'endroit où vivent les disciples de l'anomalie. Et à l'intérieur des couloirs, elle commence à les tuer un à un en se faisant passer pour morte. En se faisant passer pour morte, elle les tue un à un. Elle simule sa mort et alors il l'emporte emmené dans une sorte de gros, une sorte de lit sur lequel elle est allongée, à l'intérieur duquel c'est un lit de cryogénisation qui est transporté par deux manettes. 4 gardes la transportent comme un cercueil dans un lit de cryogénisation. Lorsqu'ils l'ouvrent, elle s'est fait passer pour morte et ils ont porté son corps à l'intérieur. Lorsqu'ils l'ouvrent, elle ouvre les yeux et elle les tue les uns après les autres en revers avec son couteau. Elle récupère alors un équipement, d'autres équipements. Elle va chercher Echo, elle va chercher Abby, elle va chercher Octavia, leur donne un équipement, les emmène dans l'endroit où elle a tué tous les disciples de l'anomalie. Et ils retournent à Sanctum. Une fois qu'ils sont retournés à Sanctum, la première chose à faire, c'est... une fois qu'ils sont retournés à Sanctum, la première chose à faire, c'est de trouver Clark, de trouver Jordan, de trouver Raven. Et Raven prend son casque, pose son casque sur la table dans le laboratoire, là où il faisait les réincarnations, et elle inscrit un code sur un écran. En ouvrant le casque, elle inscrit un code sur un écran et elle ouvre toutes les données géographiques du casque et essaye de regarder un peu les planètes sur lesquelles se trouvait Clark, sur lesquelles se trouvaient les planètes sur lesquelles Clark a été avec Neela, avec Jordan et Raven avec elle. Donc les planètes sur lesquelles elle était. Une fois qu'elles trouvent leur localisation dans le système solaire, une fois qu'elles trouvent leur localisation dans l'espace, dans le système solaire, entre l'anomalie et les planètes, comme Sanctum, elles trouvent que leur localisation a son propre système solaire en dehors de celui de Sanctum et des autres planètes et celui de l'anomalie. Elles regardent un propre système solaire qui tourne qu'à partir de 4 planètes qui sont indépendantes et vivantes. Ce système solaire est invivable de quelques planètes. Quelques planètes sont vivables, mais légèrement invivables. Elle commence à essayer de les géolocaliser, mais c'est presque impossible. Alors, pour la suite, ils essayent de trouver un moyen de retourner sur ces planètes. Clark essaye de trouver une équipe qui serait capable de retourner sur ces planètes pour pouvoir y faire pour pouvoir tout simplement y prélever un morceau de terre ou y prélever un morceau de forme de vie pour pouvoir tout simplement savoir pourquoi ces planètes sont là et qu'est-ce qu'elles font là à avoir leur système solaire indépendant. Personne n'accepte, cependant Clark pense y retourner toute seule. Bellamy lui empêche de retourner toute seule. Clark pointe son arme vers Bellamy en lui disant « Ne m'oblige pas à tirer, car si je tire, si tu m'y forces, je tirerai de sang-froid et je n'hésiterai pas une seconde. » Elle essaye alors de retourner tout seul, confronte le grand berger et ses disciples de l'anomalie. Elle se retrouve alors enfermée à l'intérieur de l'endroit où vivent les disciples de l'anomalie. Il cherche dans sa mémoire et trouve ces planètes. Une fois qu'il cherche dans sa mémoire et qu'il trouve la présence de ces planètes dans l'espace, ils essayent de lui demander où est-ce qu'elles sont. Clark ne sait pas. Elle se retrouve enfermée sur cette chaise où on fouille dans sa mémoire. Et les séances s'intensifient. Clark ne revient pas, l'anomalie ne se referme pas. Au bout d'un moment, en pleine nuit, elle se referme et Clark réapparaît évanouie au sol. Elle n'a plus aucun souvenir des planètes. Raven a beau lui parler et lui montrer tous les dossiers qu'elle a trouvés sur ce système solaire indépendant. Elle a beau lui montrer tout, elle a tout oublié. Elle a tout oublié
parce que les disciples de l'anomalie s'en sont, non, s'en sont emparés de tous ces souvenirs. Ils essayent alors de trouver le système solaire, et c'est ce que Raven découvre en passant dans l'anomalie, que c'est ce que Raven découvre en passant dans l'anomalie et en arrivant sur Skyring avec les disciples de l'anomalie qui font un marché et qui lui disent qu'ils essayent de trouver des planètes dont Clark se souvenait. Raven, Raven passe un marché avec eux en disant de rien faire à Diosa et de rien lui faire non plus, et de ne rien faire à Octavia. Elle passe un marché en leur disant si vous ne faites rien, si vous ne leur faites rien, je vous emmènerai et je vous montrerai tout ce qu'on sait sur ces planètes. Ils ne font rien, l'anomalie est sur le point de se refermer, ils rentrent dans l'anomalie, reviennent à Sanctum, et ils passent le marché qui était conclu, leur montrer tout ce qu'ils savent sur les planètes qui ont leur propre système solaire indépendant. Une fois que ça c'est fait, les disciples de l'anomalie leur rendent écho et leur rendent Madi. Une fois qu'ils lui ont rendu Madi rejoint Clark et Clark retrouve la plupart de ses souvenirs grâce au dessin de Madi qu'elle avait fait dans son carnet. Dessin qu'elle avait montré à Gaïa, et Gaïa lui avait dit de continuer à dessiner ce que Chai Heda lui montrait à l'intérieur de sa tête. Grâce à ces dessins, Clark retrouve la mémoire et Clark programme une prochaine excursion sur ce système solaire. Dans le bunker Gaïa entraînait sans relâche les enfants. Gaïa entraînait sans relâche les enfants, les jeunes combattants. Elle les entraînait sans relâche. Ensuite, les enfants avaient été mis dans des voitures blindées. Ces voitures blindées avaient été conduites jusqu'à Sanctum. Par des enfants qui avaient déjà leur permis de voiture. Ces voitures blindées sont arrivées devant Sanctum et Clark a vu ces voitures qui sont arrivées juste devant le palais de Sanctum. Elle a baissé les armes et a demandé à Murphy, à Neyla, à Jordan et à tous les autres de baisser les armes. Les voitures sont arrivées et Gaïa et Indra sont descendus des voitures. Les enfants aussi sont descendus. Gaïa est allée ouvrir la porte derrière les trois voitures et les deux autres voitures qui sont arrivées. Deux autres voitures avec au-dessus juste une petite cabine avec une énorme mitraillette. Juste au-dessus, il y avait deux autres voitures avec une cabine sur laquelle se mettre pour pouvoir diriger une énorme mitraillette, un canon avec des recharges sur le côté, des recharges, des munitions en sangle. Ces munitions en sangle en métal avec à l'intérieur les munitions. Ces deux voitures avec des canons au-dessus dans lesquels on pouvait se mettre. À l'intérieur, les enfants sont descendus. Ils sont arrivés à Sanctum et Gaïa était arrivée avec un élite d'enfants. Un élite d'enfants surentraînés, qu'elle avait entraînés jour et nuit sans relâche. Elle les avait entraînés à la méditation. À l'introspection de soi et au self-control. Elle les avait entraînés au combat, au self-control et à l'introspection. Tout ça avait été du ressort de Gaïa. Une fois que les enfants étaient formés, Clark était en train de former des équipes. Certains enfants allaient suivre Gaïa, certains enfants allaient suivre Indra, et allaient les suivre à Sanctum. Une fois qu'ils étaient à Sanctum, ils sont arrivés dans le laboratoire, là où Russell Princeps faisait les réincarnations. Avec la flamme des commandants, Russell Princeps avait pris Raven en otage. Raven avait une lame sous la gorge. Et Russell Princeps la tenait juste en face d'un énorme tableau de contrôle. Il avait la flamme des commandants en main et lui demandait de faire sortir Child Eda, le commandant obscur. Raven continuait à résister, mais quand Clark est arrivé, avec son arme sur le côté, elle a saisi son arme, a regardé
a regardé Raven et lui a demandé si tout allait bien. Raven s'est un peu reculé. Et a dit que tout allait bien. Russell Princeps, lui, avait sa, avait sa lame, son couteau sous le cou de Raven, et lui a dit de lâcher son arme. Ensuite, Diyoza est arrivé de l'autre côté. Et a dit à Clark qu'elle pouvait lâcher son arme. Clark a lâché son arme. Raven n'a pas été tué, mais elle a fait ressortir Child Eda. Elle l'a fait rentrer dans la flamme des commandants. Quand elle l'a fait rentrer dans la flamme des commandants, c'était la seule chose à faire pour se libérer. C'était ce que Diyoza lui avait dit. Raven l'a fait. Russell Princeps a récupéré la flamme et dans le palais, il a demandé à sa femme de mettre la flamme à l'intérieur de son cou. Une fois que l'opération avait été faite, avec un plateau en argent sur lesquels il y avait des couteaux, des scalpels qui avaient été bénis, nettoyés par de l'eau et bénis et nettoyés par de l'eau bénite, de l'eau sacrifiée, de l'eau sacrifiée. Cette eau sanctifiée, cette eau sacrificielle, par laquelle il avait nettoyé les instruments, il s'était mis la flamme des commandants et attendait que Child Eda prenne possession de son corps. Une fois que ça s'était fait, Gaïa, Indra, Clark s'étaient retrouvés devant le château et attendaient que Russell sorte. En attendant, ils étaient en train de planifier un plan. La seule chose que Clark savait, c'était que maintenant que Russell Princeps avait Child Eda à l'intérieur de lui grâce à la flamme des commandants, il n'avait plus beaucoup de chance de trouver un plan valide. Mais il continuait à chercher, avec tous les enfants qui étaient surentraînés à l'introspection et au combat, il continuait à chercher un plan. Il continuait à chercher un plan valide pour pouvoir arrêter Child Eda, pour pouvoir arrêter Russell Princeps et toutes les personnes qui étaient avec lui, tous les guerriers qui étaient avec Russell Princeps. Pour atteindre la salle des squelettes, le vaisseau de Diyoza était en train de flotter juste au-dessus, de rester en place, juste au-dessus de Sanctum. Son vaisseau était en train de rester en place dans les airs juste au-dessus de Sanctum. Les réacteurs étaient activés et la surface de Sanctum était presque brûlée totalement. Clark était sur les côtés et passait derrière le château. Elle passait derrière le château avec Indra, Gaïa et tous les enfants. Les enfants qui avaient été entraînés à l'introspection, au self-control et qui étaient de jeunes guerriers. Clark passait avec eux sur le côté et passait avec Gaïa et Indra qui avaient leurs armes. Gaïa n'avait pas d'armes, mais Indra si. Elle passait sur le côté et arrivait à la salle de contrôle. Arrivée à la salle de contrôle, elle a lancé à Raven une puce mémoire et a lancé à Raven la flamme des commandants. Gaïa est restée avec elle. La flamme des commandants, elle lui a donné par la porte. La flamme des commandants, elle lui a donné par la porte. Gaïa est restée avec elle, car elle était la surveillante de la flamme des commandants. Elle est restée avec elle et lui a demandé combien de temps ça allait prendre pour pouvoir supprimer Child Eda. Le but était simple. Clark devait passer avec tous les jeunes enfants qui avaient été entraînés à l'introspection, au self-control, tous les jeunes enfants qui avaient été entraînés par Gaïa, au self-control, à l'introspection et aussi à être de jeunes guerriers. Elle devait passer sur le côté et elle devait attaquer tout le monde à l'intérieur. Les jeunes enfants avaient leurs armes, les jeunes guerriers avaient leurs armes. Et sur le côté, il y avait aussi Murphy. Il y avait aussi Murphy sur le côté qui attendait avec Echo, qui attendait avec Bellamy et qui attendait avec Octavia. Clark est allé les voir, leur a donné une arme et les a prises en plus. En plus, pour que l'assaut soit beaucoup plus grand, elle les a prises en plus. Clark s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée tout en haut, juste devant la porte du château de Sanctum. Elle a préparé une balise, une bombe qui allait exploser en plein milieu de Sanctum. En plein milieu du royaume de Sanctum, elle a préparé une bombe. Elle l'a amorcée. Elle l'a mise en route. Et il n'avait qu'un compte à rebours de 10 minutes avant de partir. Et une fois que cette bombe était accrochée au sol, juste en dessous, le vaisseau de Diyoza a disparu.
Le vaisseau de Diyoza a disparu, mais Diyoza, restant du côté de Clark, a lancé un assaut juste par derrière. Diyoza a lancé un assaut juste par derrière. Quand elle est arrivée par derrière avec son assaut, plusieurs personnes se sont fait éclater la tête. Plusieurs personnes ont commencé à se faire tirer dessus. Clark a commencé à regarder à travers la fumée. La bombe venait d'exploser. La bombe venait d'exploser, elle avait eu le temps de passer par derrière avec les enfants, avec Murphy, Echo, Bellamy et Octavia, elle avait eu le temps de passer par derrière. Ils avaient tous leurs armes, et quand ils sont arrivés de l'autre côté, avec Emory et Murphy, ils sont allés voir dans la salle des squelettes. Il ne fallait faire qu'une seule chose, trouver la bonne flamme des commandants. Lorsqu'il fallait trouver la bonne flamme des commandants, ils se sont mis à chercher sur tous les squelettes, ils se sont mis à chercher toutes les réincarnations. Ils se sont mis à chercher la bonne flamme, les bonnes personnes qui avaient été réincarnées plusieurs fois dans les mêmes corps, plusieurs fois dans des corps différents. Quand ils ont trouvé la bonne flamme, ils ont essayé de l'enlever, de la retirer. Mais au final, impossible de la retirer. Il fallait que l'opération soit faite ici, dans la salle des squelettes. Clark est arrivé avec son fusil, avec Echo, avec Emory, avec Murphy et avec Octavia, et avec Bellamy. Elle est arrivée à côté de Raven et à côté de Gaïa, qui était en train de tenir la petite boîte à l'intérieur de laquelle il y avait la flamme des commandants. La flamme des commandants n'était pas dans la petite boîte, mais était avec Raven, juste sur le panneau de contrôle. Elle était en train de faire des codes et était en train de supprimer Shai Deda, mais ça allait prendre plus de temps que prévu. Clark lui a dit qu'il n'avait pas plus de temps que prévu, et que l'opération devait être faite sur le bon squelette dans la salle des squelettes. Raven s'est dépêché de tout enregistrer juste à l'intérieur d'une petite tablette, à relier cette tablette à la flamme des commandants. La flamme des commandants, ils ont allumé la bonne sur un squelette, et la flamme des commandants s'est reliée à la tablette de Raven. Raven, à terre avec le squelette, a commencé à regarder et à faire des codes, à enregistrer tous ces codes qu'elle était en train de crypter et d'écrire. Une fois que ces codes étaient écrits, cryptés et enregistrés, elle les a fait passer dans la flamme. La flamme s'est éteinte et est devenue noire. Shai Deda n'est jamais parvenu à rentrer à l'intérieur de Russell Princeps. Finalement, il n'a jamais eu le temps de prendre tout le monde. Il n'a jamais eu le temps de prendre tout le monde sous son contrôle. Quand tout le monde était arrivé en face du château, Diyoza avait lancé un assaut. Elle avait déposé son vaisseau un peu plus loin et l'avait mis toujours en survol au-dessus de la forêt. Elle était passée dans une balise qui était juste au sol. La balise s'est ouverte et avait demandé à McCreary d'y aller. Il ouvrait la voie et avec son arme sonique à ondes soniques, il a alors tout fait exploser pour montrer qu'elle était là. Diyoza est apparue sous la fumée. Sous les brouillards de fumée, Diyoza est apparue. Les maisons étaient détruites. Russell est arrivé et a dit que bientôt il serait Shai Deda, que bientôt il sera le commandant obscur. Bientôt tout le monde se mettra à genoux pour lui. Quand Diyoza a entendu ça, elle était presque morte de rire. Elle l'a regardé et a pointé son arme vers lui, en disant avec un air un petit peu sarcastique et en disant avec une pointe de sarcasme, elle l'a regardé et elle lui a dit ah bon. Elle l'a regardé avec son arme, a pointé son arme vers lui et a commencé à la menacer en disant et si je tirais là, et si je tirais là, et si je tirais là, à des endroits qui pouvaient lui être fatals. À ce moment-là, elle n'a pas hésité une seule seconde à tirer. Ensuite, elle a pointé l'arme sur sa femme. Russell a commencé à la regarder, à lui dire qu'elle était coriace. Elle a pointé l'arme sur sa femme, puis sur son plus jeune fils, puis sur d'autres personnes qui lui étaient proches, qui étaient proches de Russell. La première balle était pour sa femme était déjà à terre, la deuxième balle était pour son fils, la deuxième balle était pour quelqu'un d'autre, et ensuite pour quelqu'un d'autre, et pour quelqu'un d'autre, et pour quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'il se rende.
et jusqu'à ce que Raven réussisse à désactiver la flamme. Shaideda n'a jamais réussi à rentrer à l'intérieur de son corps. Shaideda n'a jamais réussi à faire ça. Elle avait désactivé la flamme à temps. Elle avait désactivé tout à temps. Elle avait réussi à crypter les codes à temps. Ensuite, le vaisseau de Diosa est reparti. Clark l'a remercié. Clark l'a remercié d'avoir lancé un assaut. Ils sont revenus au bunker, sont repartis au bunker avec les voitures. Avec les voitures blindées, ils sont repartis au bunker. Les enfants ont grimpé dans les voitures. Et à l'intérieur du château, le château était vide et Clark pouvait enfin s'en emparer. Elle pouvait enfin s'en emparer. Et alors, à ce moment-là, Clark avec des instruments qu'elle avait trouvés dans une boîte, des instruments qui permettaient de communiquer, des talkie-walkie et d'autres radios qui permettaient de communiquer qu'elle avait trouvées dans une boîte que cachait Russell à l'intérieur de son laboratoire. Elle avait trouvé tout ça et avait demandé à Octavia d'aller chercher tout le monde dans le bunker, d'aller chercher tous les One Crew et de les ramener. Pendant ce temps-là, Apolis, les Sangueda Crew, pendant ce temps-là, Apolis était en train de lancer un assaut qui allait peut-être détruire la ville de Polis. Ce nouvel assaut, cette nouvelle rébellion par les Sangueda Crew qui était en train d'être lancée, était en train de détruire Polis totalement. Mais Clark n'allait pas laisser la ville, qui était déjà presque détruite, se faire redétruire une nouvelle fois. Les enfants étaient en train de rentrer à l'intérieur du bunker, mais certaines personnes dans l'arène avaient été désignées pour pouvoir sortir. Ils sont sortis, la nuit tombée, et les Sangueda Crew sont repartis, une fois qu'un combat avait été mené entre les One Crew et les Sangueda Crew. Une fois qu'un combat avait été mené la nuit par les guerriers qui avaient été ordonnés de sortir. Quand ce combat était terminé, avec des lances, avec des lames, avec des coups de feu qu'on entendait depuis l'intérieur du bunker, une fois ce combat terminé, l'assaut était terminé, l'assaut était reparti, les Sangueda Crew étaient repartis en échange de médecine donnée par Abby, en échange de vivres et de nourriture, et d'eau, ils étaient repartis dans leur peuple. Les Sangueda Crew étaient repartis en échange de soigner quelques personnes malades à cause du Prime Fire. Une fois que c'était fini, tout le monde était revenu au château de Sanctum. Ils s'en étaient emparés et tout le monde avait choisi une chambre, un endroit où vivre. Ils s'étaient tous mis dans la grande salle là où on faisait les réceptions. C'était là que tout le monde vivait maintenant. Le château appartenait enfin à Clark. Clark avait trouvé le bunker de la seconde aube. Sur cette planète, elle avait trouvé un bunker complètement abandonné. Dessus, il y avait le symbole du bunker de la seconde aube. Elle s'en était approchée avec son arme, n'hésitant pas une seconde à tirer dessus. Elle a été chercher dans la voiture une plus grosse arme. Une arme qui n'était pas comme la sienne, une arme qui n'était pas avec des munitions, mais une arme qui était plutôt radioactive. Une arme qui se servait d'ondes soniques. Cette arme qui se servait d'ondes soniques et d'ondes radioactives, elle l'a pointée juste devant le bunker avec le symbole du bunker de la seconde aube. Elle a regardé les portes, elle a demandé à Nayla et à Jordan, à Raven de se reculer. Raven a alors déclipsé le casque et l'a retiré. Elle a regardé Clark en prenant son épaule. Elle lui a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Clark s'est retourné, lui a mis une arme dans les mains et lui a dit « Je vais ouvrir ce bunker, on va rentrer à l'intérieur. » Elle a pris alors son arme, une arme qu'elle tenait dans les mains, une arme qui était plutôt fine par rapport à son bras. C'était une arme plutôt fine, grande, assez longue comme une mitraillette. Ou alors comme un fusil à longue portée. Assez longue, assez légère. Elle la tenait comme ça, portée juste ici sur son épaule. Portée sur son épaule,
et porté sur son bras, accroché le long de son bras. Le fusil, quand elle le portait, s'accrochait le long de son bras. Son doigt était sur la détente et venait se poser juste derrière son épaule. Elle a tiré et les portes sont tombées. Quand les portes sont tombées, elle a lancé une fusée de détresse. Elle a lancé une fusée de détresse et tout paraissait mort à l'intérieur. À l'intérieur, tout paraissait mort. Clark s'est avancé. Clark s'est avancé et avec son fusil qu'elle avait été chercher, son arme qu'elle avait été chercher dans la voiture, elle s'est avancée. Elle a mis un pied en avant. Elle a mis un pied en avant et elle a regardé. Elle a allumé un laser rouge et a passé son arme lentement de droite à gauche. Il n'y avait rien, rien de suspect, rien qui ne bougeait. Neyla est arrivée derrière elle, avec son arme vers le bas, a regardé Clark. En se mettant contre elle, elle lui a demandé « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Clark s'est retourné vers Neyla et a dit « Non, rien, c'est bon. » La porte était ouverte et elle a demandé à Raven de passer. Raven est passée, elle est descendue. Clark la surveillait. Elle était sur le côté, avec son arme, et elle la faisait passer lentement. Lentement, elle faisait passer son arme de droite à gauche et regardait l'intérieur depuis l'extérieur. Il y avait un petit écran sur l'arme qui montrait ce que l'arme pouvait voir dans le noir. Elle surveillait Raven et ses moindres faits et gestes. À l'intérieur, Raven découvrait un nouvel endroit, un bunker complètement vide. Elle disait qu'il n'y avait rien à craindre, qu'il n'y avait pas d'obstacle. Il n'y avait pas d'obstacle, il n'y avait rien à craindre. Elle a alors déclipsé son casque. Elle a alors déclipsé son casque et à l'intérieur du bunker, elle a pris Neyla par la main et elle l'a fait descendre. Ensuite, elle a pris Clark par la main, Clark qui avait laissé son fusil sur le côté, qu'il l'avait rangé sur le côté dans son ceinturon, et elles sont rentrées à l'intérieur. Jordan est rentré ensuite à l'intérieur du bunker, et à l'intérieur du bunker, ils ont récupéré quelques dossiers, des dossiers compromettant le bunker de la dernière aube. Trouvant ce à quoi il servait, et toutes les personnes qui l'habitaient, un moment, Clark a trouvé une sorte de base de données. Raven l'a clipsé à une petite tablette. L'a attaché à une petite tablette avec une petite clé et avec une puce mémoire. Avec une puce mémoire, cette tablette qu'elle avait en main, elle était en train de regarder les différentes personnes qui avaient habité ici. La puce mémoire avait enregistré toutes les personnes qui avaient habité là. Elle était en train de regarder toutes les personnes qui avaient habité ici. Clark était venu se mettre un genou à terre à côté de Raven, en lui demandant ce qu'elle avait trouvé. Raven avait dit que pour le moment, rien, qu'elle n'avait pas encore su rentrer à l'intérieur de la base de données de l'ordinateur, mais qu'elle avait trouvé plusieurs dossiers sur des personnes qui habitaient à l'intérieur de ce bunker. Clark avait regardé et lui a demandé si elle pouvait voir. Raven est resté à côté et lui a montré les différents dossiers de différentes personnes. Clark zoomait de temps en temps sur différentes personnes et avait l'impression de les connaître. Elle lisait leurs dossiers et Raven lui a demandé si on pouvait repartir. De retour sur la planète, elles ont commencé à chercher une pierre. Elles n'ont pas trouvé la pierre tout de suite, mais de retour sur la planète, lorsqu'elles ont trouvé la pierre, elles ont composé un numéro. Encore une fois, c'était Raven qui pouvait voir ce numéro grâce au casque qu'elle portait sur elle. Elle pouvait voir les numéros qu'il fallait afficher, elle pouvait voir les symboles qu'il fallait afficher, et elle pouvait composer les symboles qu'il fallait afficher sur la pierre pour pouvoir voyager. En voyageant et en allumant ce numéro, en mettant ce numéro en route, en allumant l'anomalie derrière la pierre, elle a fait apparaître les disciples de l'anomalie. Les disciples de l'anomalie sont apparus avec Diyoza qui avait les mains en l'air. Diyoza avait les mains en l'air. Les mains en l'air, elle avait son fusil. Elle avait son fusil d'un côté, le doigt sur la détente.
Les mains en l'air, elle a lâché son fusil, l'a poussé vers Clark avec son pied. Clark l'a rattrapé et l'a pointé vers les disciples de l'anomalie. Une fois que ça a été fait, une fois que Clark pointait son fusil vers les disciples de l'anomalie, avec son autre arme sur le côté qui pendait grâce à une anse qu'elle tenait, elle a pris alors son arme, a regardé les disciples de l'anomalie, a pointé son arme vers eux. Les disciples de l'anomalie ont alors essayé de faire avancer Diyoza en la poussant un petit peu. Diyoza a récupéré son arme qu'elle avait poussée avec sa jambe vers Clark. Clark a récupéré l'arme et avec deux fusils, elle les pointait vers les disciples de l'anomalie. Ensuite, c'est Diyoza qui a récupéré son arme. Elle a récupéré son arme sur le côté, une arme qu'elle avait cachée derrière, qu'elle avait cachée dans sa combinaison. Récupérant son arme, elle s'est mise aux côtés de Clark, et Neyla s'est mise aux côtés de Clark et Diyoza. Ils ont fait rentrer les disciples de l'anomalie. À l'intérieur de l'anomalie, en leur demandant de laisser gentiment les casques juste devant et de repartir sans les casques. Quand ils sont rentrés à l'intérieur de l'anomalie leur a cramé le visage. Leur visage était brûlé, ne laissant que des cadavres emportés par l'anomalie. Diyoza avait conclu un marché, veut revenir chercher Clark, revenir chercher Jordan, revenir chercher Raven et revenir chercher Neyla et les ramener à Sanctum. Une fois que c'était fait, elle allait se rendre aux disciples de l'anomalie. Sans discuter, elle allait se rendre aux disciples de l'anomalie. C'était le marché qu'elle avait conclu. À Sanctum, elle avait expliqué à Clark, « Maintenant je vais devoir partir ». Elle était partie avec Gabriel, et Gabriel lui a ouvert la porte sur l'anomalie. Elle s'est alors rendue aux disciples de l'anomalie. Quand elle s'est rendue aux disciples de l'anomalie, elle a retrouvé Hope, sa fille, à l'intérieur de la cellule dans laquelle on l'avait mise. Elle a retrouvé aussi Octavia à l'intérieur de la cellule dans laquelle on l'avait mise, enfermée avec Echo. Elle les a retrouvés. Les disciples de l'anomalie l'ont poussée à l'intérieur. Diyoza s'est retournée en lui disant « Si tu fais encore une fois ça, je récupère mon arme ». Une fois qu'elle les avait menacés, les disciples de l'anomalie ont fermé la porte. Hope était dans un coin. Diyoza est allée voir sa fille. Sa fille lui avait dit qu'elle lui avait tellement manqué que le temps passait différemment sur Skyring. Que Octavia et Hope avaient été récupérés sur Skyring par les disciples de l'anomalie qui étaient venus les chercher, que leur compteur s'était mis à zéro. Leur temps était écoulé sur Skyring, leur temps était écoulé sur la prison. Ensuite, c'est Clark qui est arrivé. Leur arme lui avait été enlevée. Elle était la candidate idéale, donc on lui avait laissé une combinaison entière. Et pour ce qui était de Raven, on lui avait retiré son casque et on avait supprimé tout ce qu'elle avait vu. Elles étaient enfermées à l'intérieur. Et une fois qu'elles étaient enfermées, on les a renvoyées sur Sanctum.